Les enfants du rêve, une histoire du kibbutz, série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Ruth Zilberman, avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz. Aujourd'hui, ce premier épisode sera consacré à planter le décor. Utopie, illusion ou tout simplement rêve, comme le disait Bruno Bettelheim à l'ouvrage duquel nous avons emprunté le titre de cette émission, le kibbutz a été et reste une réalité fascinante. Réalité multiple aussi, et soumise à de nombreuses métamorphoses. Il y a loin en effet des valeureux pionniers dansant autour d'un feu de bois après une dure journée de labeur sur une terre aride, aux kibbutzim d'aujourd'hui, dans lesquels vit près de 4% de la population israélienne, et où ne manque aucun des éléments du confort moderne. Nous essaierons, en compagnie de David Katarivas, ancien diplomate, journaliste, écrivain, et qui vit depuis 1974 au kibbutz de Hanita en Galilée, et qui est auteur du livre Vivre au kibbutz paru aux éditions Stock, de retracer les étapes de cette évolution. Nous évoquerons aussi au cours de cette série d'émissions la vie quotidienne au kibbutz, et je céderai d'ailleurs ma place tous les jeudis à Michel Gantz, représentant du mouvement des kibbutzim à l'agence juive, qui répondra en direct à toutes les questions que vous pouvez vous poser à propos du kibbutz. David Katarivas, bonjour. Bonjour. Alors, première question fondamentale, qu'est-ce qu'un kibbutz? Ou plutôt, qu'est-ce qu'un kibbutz n'est pas? Tout d'abord, le kibbutz n'est pas un kolkhoz. La première association d'idées, la plupart des gens pensent qu'un kibbutz est un kolkhoz. Or, le kibbutz n'est certainement pas un kolkhoz, par raison très simple, que le kibbutz est né bien avant le kolkhoz. L'idée du kibbutz a précédé la révolution d'octobre, et surtout parce que le kibbutz n'est pas une entreprise d'État. Donc, je crois que la meilleure manière d'arriver à la définition du kibbutz, c'est de commencer par dire ce qu'il n'est pas. Des gens qui viennent visiter le kibbutz en été s'imaginent que c'est le club Méditerranée, ou plus ou moins, c'est pas le club Méditerranée. Des jeunes qui viennent faire une période de travail au kibbutz pensent que le kibbutz à longueur d'année c'est un camp de travail. C'est pas un camp de travail. On a beaucoup cru parfois que c'était quelque chose dans le genre des communautés hippies qui se sont créées dans ces dernières décennies. Ce ne sont pas des communautés hippies, car le kibbutz ça n'est pas un refus, c'est simplement un refus de la société, mais c'est la volonté de construire quelque chose d'autre, ce qui n'était pas le cas dans les communautés hippies. Ce n'est pas un monastère, on n'y fait vœu ni de chasteté ni de pauvreté, ce n'est pas une prison, ce n'est pas le paradis, c'est une communauté de gens qui ont choisi de vivre ensemble en fonction de certaines normes de vie, en fonction de certaines règles de vie. Donc c'est une définition tout à fait positive que le kibbutz. Je crois qu'il faut insister sur le caractère volontaire. C'est une communauté de choix. Les gens ont choisi de vivre au kibbutz, choisissent les gens avec lesquels ils vivent au kibbutz et ont choisi ce mode de vie par opposition ou par refus d'un autre mode de vie et par volonté de construire peut-être une société différente et un type d'homme différent. Cette volonté de création d'une société nouvelle n'est d'ailleurs pas quelque chose de nouveau, si je puis dire, chez le peuple juif, dans la tradition d'Israël. La volonté de créer une société plus juste, la volonté de réduire en toute la mesure du possible les injustices de la vie en société, on en trouve déjà l'expression dans le mode de vie de certaines communautés il y a près de 2000 ans. Et nous avons à ce sujet un texte assez extraordinaire qui pourrait être affiché à la porte de la salle à manger d'un kibbutz et qui pourtant n'est pas le règlement d'un kibbutz. C'est un texte tout à fait extraordinaire de Philon d'Alexandrie. D'abord donc, il n'y a aucune maison qui soit la propriété de personne, aucune qui ne soit en fait la maison de tous. Car, outre qu'ils habitent ensemble, en confrérie, leur demeure est ouverte aussi aux membres de la secte qui arrivent d'ailleurs. Ensuite, il n'y a qu'une seule caisse pour tous. Les dépenses sont communes, communs sont les vêtements et communs les aliments. Ils ont même adopté l'usage des repas en commun. Un tel usage du même toit, du même genre de vie, de la même table, on le chercherait vainement ailleurs, mieux réalisé en fait. En voici la raison. Tout ce qu'ils reçoivent comme salaire pour leur journée de travail, ils ne le gardent pas pour eux, mais ils le déposent devant tous pour qu'il soit employé par tous ceux qui veulent s'en servir. Quant aux malades, on ne les néglige pas pour autant, sous prétexte qu'ils ne peuvent produire ce qu'il faut pour les soigner. Ils l'ont grâce au fonds commun. Les vieillards, de leur côté, sont entourés de respect, de soins.
Effectivement, ce texte montre bien que l'idéal de la vie communautaire a parcouru l'histoire de l'humanité. Il y a eu donc de nombreuses théories. Mais alors, est-ce que les kibbutzim, en définitive, sont le résultat, ou plutôt l'application d'une théorie qui aurait été formulée avant déjà le élaboré XXe par siècle? quelqu'un? Non. Amos Oz a écrit un jour une formule très belle disant que le kibbutz devait son succès au fait qu'il n'y avait pas de livre et pas de prophète, et qu'il n'y avait pas de prophète à grande barbe dont on pourrait faire un poster. Et il n'y a pas eu de livre sur le kibbutz, il n'y a pas eu de livre qui s'appelle Du kibbutz, article 1, article 2, article 3, comme il y a eu un livre sur le phalanstère. Et c'est la raison peut-être pour laquelle le phalanstère n'a pas marché et le kibbutz a marché. Parce que le mode de vie du kibbutz est un mode de vie qui a été créé au jour le jour par les gens qui le vivaient. L'idéal a été créé en le vivant. Et c'est la vie quotidienne qui a créé cet idéal. Et les gens ont dû affaire à des problèmes, ils ont essayé de résoudre des problèmes, ils ont essayé de trouver des solutions, mais pas avec au départ une idée préconçue, pas avec une idéologie, avec une idée. Il y avait peut-être une idée du kibbutz, il n'y avait pas d'idéologie du kibbutz. Il y avait un idéal du kibbutz, il n'y avait pas d'idéologie du kibbutz. L'idéologie est venue par la suite. Lorsque le mode de vie s'est répandu, alors il a fallu effectivement s'inspirer quand même de certains grands principes pour que tous les kibbutzim vivent à peu près de la même manière. Mais au départ, il y avait la volonté d'un certain nombre de gens de vivre ensemble. C'était une réponse à des problèmes qui se posaient à l'époque, à un certain moment de l'histoire du sionisme, sur une certaine partie du territoire de la terre d'Israël, en haut, en Galilée, où il y avait des marécages, et où les gens savaient très bien que tout seul, que chacun seul de son côté n'y arriverait pas. Le seul moyen d'y arriver, c'était de se mettre en commun, de s'associer, mais alors de s'associer à fond. Ni Bible ni prophète, donc, une pratique engendrée par des réalités économiques et sociales. Nous allons voir juste après cette pause comment sont nés les premiers kibbutz et quelle a été la réponse, le rapport entre idéologie et pragmatisme. Des idées et des hommes, donc. Alors, d'abord des idées, David Katarivas. Oui, d'abord des idées. D'abord l'idée de la communauté, de la fraternité, du soutien des gens les uns par les autres, ne pas laisser l'homme seul en face de la nature, face à l'hostilité de la nature et face à l'hostilité des hommes. Donc s'associer dans le travail. Et en s'associant, s'associer non seulement à la production, s'associer également à la consommation. Être ensemble, vivre ensemble. Il y a un mot en hébreu qui définit parfaitement cet objectif, c'était beyachad, être ensemble. C'est ça qui a caractérisé le kibbutz au départ. Sans savoir comment ce serait dans l'application quotidienne. Les gens ne se sont pas demandé comment ils vivraient ensemble. Ils savaient qu'ils voulaient vivre ensemble. Et au fur et à mesure que les questions se sont posées, ils ont inventé des solutions. L'une des choses caractéristiques, vous savez, ils étaient 12 au départ. Hein. Oui. C'était 10 hommes et 2 filles, 10 garçons et 2 filles qui ont décidé de tout mettre ensemble. Comment? Ils ne savaient pas. Ils ont passé des nuits à discuter, ils ont passé des nuits à se poser des masses de questions, des nuits à se disputer pour savoir comment ils allaient vivre cet ensemble. Enfin, ils étaient tout de même un petit peu inspirés par Bon, alors il y avait une vague mythologie, pourrait-on dire. Bon, ils avaient plus ou moins entendu parler de Owen, de Cabet, de Fourier, Tolstoï surtout puisqu'il venait de Russie. Donc il y avait une espèce de socialisme tolstoïen, mais rien de précis. Rien de précis et encore une fois, aucune règle précise.
Il n'y avait pas de règles de vie. Alors, ça signifiait, au milieu de la nuit, quand quelqu'un se réveillait en se posant une question, il réveillait tous les autres en disant, bon, on va discuter maintenant. Il faut trouver une solution à cette question. Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Et ça se passait effectivement comme ça, sans arrêt. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Comment? Parce qu'il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de référence. L'idéal, on le créait en le vivant. Il n'y avait pas de référence auquel se rapporter en disant, bon, dans telle communauté on fait comme ça, dans telle autre on fait de telle manière. Eux devaient trouver la réponse à tout. Lorsque le premier enfant est né, on a l'impression que ils n'avaient pas pensé qu'ils auraient des enfants. Alors, lorsque le premier enfant est né, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qui est-ce qui va s'en occuper? Qui est-ce qui va l'élever? Comment est-ce qu'on va l'élever? Qui est-ce qui lui donne son nom à cet enfant? Alors il y a des gens qui voulaient que ce soit l'Assemblée générale qui donne le nom à l'enfant et non pas les parents en disant l'enfant appartient au kibbutz, l'enfant appartient à la communauté, c'est donc à la communauté de lui donner son nom. Bon, quand le deuxième enfant est né, bon alors qui est-ce qui s'en occupe des deux? Le premier c'était sa mère, mais le deuxième, est-ce que chaque mère va s'occuper de l'enfant? Ou est-ce qu'une mère va s'occuper des deux enfants de manière à libérer l'autre pour le travail? Alors le résultat, c'était que la mère du deuxième enfant, ou du premier, à partir du moment où on lui a demandé, on a dit qu'elle ne s'occuperait plus de son enfant, elle a dit, moi je m'en vais. C'était la mère de Moshe Dayan, qui est née à Degania, qui est née dans le premier kibbutz. Bon, alors dans ce premier kibbutz de Degania, c'était vraiment un laboratoire. Un laboratoire pour une tentative de vie commune. Tentative de vie commune, mais qui a été tout de même un petit peu apportée par des raisons, par des causes économiques et sociales. Alors la raison, encore une fois, c'était faire face à l'hostilité de la nature et à l'hostilité des hommes. Et essayer de donner à cette terre sa fertilité, retravailler la terre, assécher des marécages ou planter du blé. De Gagna, c'est vraiment la fleur qui pousse dans les champs de blé. C'est le bleuet. Bon, alors planter du blé, refaire de l'agriculture, rejeter tout le mode de vie qui était le mode de vie de la galoute pour créer un nouveau mode de vie qui soit le mode de vie du pionnier en terre d'Israël. Mais encore une fois, sans règlement. Il n'y avait pas de règlement, il n'y avait pas d'article 1, d'article 2, d'article 3. Je crois que c'est la chose fondamentale. S'il y avait eu des règlements, ça n'aurait pas marché. S'il y avait eu des règlements, il y aurait eu des gens qui n'auraient pas accepté les règlements. Là, les gens les créaient eux-mêmes, les règlements. Ils créent eux-mêmes le mode de vie. Et c'est ça qui est fondamental dans l'histoire du mouvement kibboutzik. Alors, une fois le premier kibbutz né, les autres qui se sont créés par la suite ont pu s'inspirer de l'exemple. Parce que la solution qui était valable à Degania a pu être valable ensuite à Ein-Harod. Eux avaient l'expérience des premiers. Mais les premiers partaient à zéro. Ils partaient de zéro. Le Degania, c'est 10 hommes, Exactement. 2 femmes qui se sont trouvés. Exactement, c'est un village au bord du Jourdain. C'est 10 hommes et 10 garçons et 2 filles qui ont un rêve. Qui a été réalisé tout de même par Monsieur Roupine, enfin, qui leur a donné... Qui leur a donné la terre, qui leur a donné un bout de terre, qui a eu confiance en eux. Qu'est-ce qui a poussé justement Monsieur Roupine, qui était à l'époque dirigeant de l'agence Parce qu'il s'est rendu compte que ça pouvait être la solution. Parce qu'il s'est rendu compte que des paysans tout seuls n'arriveraient jamais à cultiver la terre, qu'ils n'y arriveraient jamais à dominer cette terre, et qu'il fallait un travail commun. Et s'il y avait il y avait des gens qui étaient associés sous forme de bataillons de travail, et qui allaient se louer d'endroit en endroit. Ils étaient des espèces de travailleurs ambulants. Chaque fois qu'on avait besoin d'eux, on faisait appel à eux. Alors ils venaient, ils travaillaient, ils se partageaient ensuite leur salaire. Pour la première fois, il y avait des gens qui étaient prêts non seulement à travailler ensemble, mais à s'installer. Qui ont dit, donnez-nous un bout de terre, on reste là sur place, on va créer une communauté sur un bout de terre. Alors ça a été le génie en quelque sorte de Roupine, ça a été de percevoir ce qu'il y avait au-delà de cette demande, quelles seraient les possibilités d'avenir, et de comprendre que ça pouvait être la solution au problème tel qu'il se posait à l'époque. Et là, d'ailleurs, la première année, enfin après que Degania eut été créé, c'est-à-dire en 1911, ça s'est révélé tout à fait positif, non seulement d'un point de vue de l'idée, mais aussi non seulement du point de vue, même du point de vue du rendement agricole. Effectivement, oui. le rendement agricole dans cette petite communauté a tout de suite été supérieur au rendement agricole des quelques fermiers privés tels qu'ils existaient à l'époque. Donc cette double volonté qui anime un petit peu les pionniers de Degania, d'une part celle de construire une société nouvelle, cependant sans théorie, sans idée arrêtée, comme vous l'avez souligné David Katarivas, d'autre part de donner naissance à un nouveau juif, à un nouveau modèle qui ne serait plus conforme aux stéréotypes de la diaspora, aussi cette idéologie du travail, quand même, cette volonté de retour à la terre, va être un petit peu le début, enfin le début qui va faire des adeptes. D'un mouvement, ça va être le début d'un mouvement qui va se développer, qui va se répandre
et qui va jouer un rôle d'une importance capitale dans la création du pays, de l'État. Enfin. Alors, soulignons tout de même que Degania ne portait pas encore le nom de kibbutz. Non, Degania était une koutsa, c'est-à-dire un petit groupe. C'était ce qu'on appelle, dans le vocabulaire, dans le jargon en quelque sorte, des kibbutzim, le groupe intime, la koutsa intime. Et beaucoup pensaient que cette forme ne pouvait exister que de cette manière, de façon intime. Une douzaine, une quinzaine de gens se connaissant bien les uns les autres. D'autres, par contre, ayant une vision beaucoup plus grande, ont dit, après tout, ce qui est valable pour un petit groupe de 12 peut l'être pour 50, 60, 70, 100, etc. Et ont commencé à envisager le kibbutz sous une forme beaucoup plus étendue, sous une forme beaucoup plus large. Nous en étions restés à Degania donc qui fait dans les années 10, dans les années 20 de nombreux adeptes. Alors comment Degania qui méritera d'ailleurs de ce fait le nom de mère des kibbutzim, parce qu'effectivement par la suite tous les kibbutzim se sont inspirés de Degania et beaucoup de noyaux de jeunes ont été formés à Degania, ont fait leur stage à Degania et ensuite sont partis voler de leurs propres ailes et créer de nouveaux kibbutzim. Alors comment sommes-nous passés en définitive de ce petit groupe intime dont vous parliez, les kibbutzot, jusqu'au kibbutzim? Eh bien parce que justement des gens ont pensé que ce mode de vie était valable non seulement pour un petit groupe, mais qu'il était valable pour des groupes beaucoup plus grands, et qu'il serait peut-être même valable pour l'ensemble de la nation. Il y a eu des rêveurs pour croire que tout Israël, ce serait des kibbutzim, qu'il n'y aurait que des kibbutzim, que ça résoudrait tous les problèmes, et que ce serait ça, la nouvelle société que les nouveaux juifs créeraient dans ce pays. Alors il y a eu une émulation en quelque sorte, il y a eu une espèce d'élan, un véritable élan de création de nouveaux kibbutzim. En 1918, il y avait d'ailleurs 29 groupes, quand même. C'est-à-dire en moins de 10 ans. Enfin, en moins de 10 ans, il y a une vingtaine, presque une trentaine de nouveaux kibbutzim qui se sont créés. Alors là, dans le tas, des kibbutzim dans lesquels il vivait déjà 100, 150, 200 personnes, ce qui était très différent du kibbutz original, de la koutsa originale de Degania. Mais pour ces kibbutz, il fallait quand même des terres. Enfin, comment? Bon, alors là, le Keren Kayemet, qui avait vu le succès de Degania et qui a vu ensuite le succès des autres kibbutzim comme Icharod, par exemple, a mis des terres à la disposition des kibbutzim. Vous savez que les kibbutzim ne sont pas propriétaires de leurs terres. Les terres sont louées aux kibbutzim par le Fonds national juif, le Keren Kayemet d'Israël, avec un contrat de 99 ans, renouvelable. Bon, aucun kibbutz n'a encore 99 ans, donc aucun contrat n'a encore été renouvelé. Je suppose qu'il n'y aura pas de problème pour les renouveler. Les kibbutzim ont donc eu de la terre mise à leur disposition, eux apportant comme contribution leur formule. Évidemment, il y avait ces pionniers qui immigraient, qui étaient attirés par un idéal. Est-ce que ce qui se passait à l'époque en Palestine, c'est-à-dire quand même une certaine crise économique, du chômage, quel a été le rôle de ces facteurs extérieurs, exogènes, dans la... Je ne pense pas que ce soit les facteurs extérieurs qui aient joué un rôle. Je crois que ce qui était important, c'était l'état d'esprit dans le pays et la mentalité avec laquelle arrivait, la mentalité des pionniers qui arrivaient à ce moment-là, qui arrivaient vraiment avec une volonté de couper totalement avec leur passé,
de couper totalement avec leur mode de vie antérieur, de couper totalement avec le judaïsme de la diaspora, de créer quelque chose de nouveau. Et le kibbutz, c'était le cadre idéal pour cela. Bon, il y avait des gens qui, à ce moment-là, sont partis s'installer dans des moshavot, sont partis faire de l'agriculture à titre privé. Il y en a qui ont envisagé la création de villes. Tel Aviv s'est construite aussi à ce moment-là. Il y a des gens qui n'envisageaient pas du tout un mode de vie collectiviste. Mais on peut dire que l'ensemble, la grande majorité des pionniers n'imaginaient pas que l'on puisse vivre autrement que sous cette forme. Et eux voyaient déjà d'ailleurs les missions nationales que pourrait remplir le kibbutz, sentaient qu'il y aurait là quelque chose qui dépasserait simplement leur propre destin et que ça s'intégrerait au destin national. Il est vrai que la vie là-bas, enfin, pour ces pionniers des premières années, a été plutôt difficile. Je pense ici au livre de Joseph Baratz, qui a été un des fondateurs de Degania, a écrit, qui s'appelle Mon village en Israël, qui a été édité chez Plomb, et où il a vraiment des pages terribles, décrivant, à la fois terribles, mais enthousiasme incroyable. Les gens manquaient de tout, sauf d'enthousiasme. Alors donc, cette volonté à la fois de construire un nouvel idéal, et puis d'être aussi un modèle pour la nation, de parvenir justement à construire Israël, enfin ce que serait Israël, tout en construisant une nouvelle société. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine émission consacrée au développement du mouvement des kibbutz, au temps des pionniers. David Katarivas, je vous remercie et à demain. C'était Les Enfants du Rêve, une histoire du kibbutz, série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Rudy Zilberman avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz.